Bonjour, bonjour, bienvenue pour cette présentation du catalogue 2024. Je vais commencer tout de suite en partageant mon PowerPoint. J'espère que vous voyez bien. J'ai le chat là sur l'écran, donc n'hésitez pas à poser des questions. Donc cette année, on va avoir une quinzaine de titres, donc un petit peu plus que l'année dernière. La grande différence avec l'année dernière, c'est qu'on a pas mal augmenté la proportion de créations originales avec des Français. Et donc, on aura 5 créations sur les 15 titres de l'année. Donc, ça monte à 30%. La première création dont je voulais vous parler, donc on va faire chronologiquement dans l'année, c'est Alexandre le Verdoyant et l'élixir de vie, qui est un album qui est fait par Remenaï, qui est l'autrice du Marchand de tapis de Constantinople, qui est sorti cette année, et qui vient d'être sélectionnée à Angoulême dans la catégorie jeunesse. Donc, Alexandre, ça reprend, pour ceux qui ont lu le Marchand de tapis, ça reprend pas mal d'éléments du Marchand de tapis. Ça va être une série en 4 tomes qui est donc sur Alexandre le Grand, qui est à la fois tranche de vie fantastique et historique, donc un petit peu comme le Marchand de tapis. Et donc, le principe de cette série, c'est quoi? C'est en fait de faire son propre roman d'Alexandre. Donc, le roman d'Alexandre, c'était un des livres les plus populaires au Moyen Âge. Et en fait, c'était un recueil de contes et légendes sur Alexandre le Grand, et des contes et légendes qui venaient du monde entier, pas seulement européen. Et donc, le principe voilà, de cette série, c'est de faire, justement, c'est de raconter l'histoire d'Alexandre le Grand en s'inspirant et en mélangeant des contes et légendes de l'époque sur Alexandre le Grand. Et le principe aussi, c'est que Remena va prendre le parti pris graphique du conte ou de la légende dont elle s'est inspirée pour raconter l'histoire. Donc là, on voit un petit peu des exemples. Première page, ça reprend en fait les manuscrits du coup européens moyenâgeux. Deuxième exemple, ça reprend les estampes plutôt asiatisantes. Là, alors, le premier tome se concentre plus sur la jeunesse et l'adolescence d'Alexandre jusqu'au moment où il décide de partir à la recherche de l'élixir de vie quand il a une trentaine d'années. Et donc cet exemple-là, par exemple, c'est un moment de la genèse d'Alexandre qui se passe en Grèce. Du coup, elle reprend l'esthétisme des fresques grecques de l'époque. Ça, c'est son style graphique habituel. Voilà. Donc ça, donc en 4 tomes, un tome par an. Et c'est des albums qui seront cartonnés un peu comme le Marchand de tapis, avec une belle édition, avec un marquage à cheveux doré, etc. Et ça fait 200 pages. Chaque tome fera à peu près 200 pages. Et celui-là, il sort le 18 janvier. Il sort fin janvier pour Angoulême, parce que Remena va venir en France. Je pourrais vous partager le PowerPoint aussi si vous me le demandez par le mail derrière. Alors, on continue avec mi-février, avec un autre achat de droit qui vient aussi d'une autrice australienne, qui est un petit one-shot d'une cinquantaine de pages, format franco-belge, qui s'appellera Cry Wolf Girl, donc en bon français, la fille qui criait au loup. Comme Alexandre, le public visé, je dirais que c'est plutôt ado, jeune adulte pour ces deux titres-là. Et en fait, c'est une relecture donc, du conte du garçon qui criait au loup, mais qui est relocalisé dans un village africain. On va le voir. Donc, très très graphique, c'est en 3 couleurs. euh, et en fait, on suit Dawa, qui est une jeune femme
qui a repéré en fait des touffes de poils de loup aux abords de son village et qui va aller prévenir les anciens de son village, bah, voilà, que le village est potentiellement en danger à cause de ces loups. Et les villageois et les anciens en fait lui disent, bah écoute, nous on a un chasseur de loups qu'on voit là sur la page à droite avec le masque. Donc on a un chasseur de loups qui repère les loups pour nous, etc. T'as aucun souci à te faire, il n'y a aucun problème. Mais elle, en fait, cette anxiété, cette peur, en fait, des loups monte de plus en plus au cours de l'album, jusqu'au point où elle va se demander si bah, les loups existent ou s'ils sont seulement dans sa tête. Et donc, c'est un album, finalement, on va se rendre compte, enfin, en premier degré, on peut le lire comme un conte classique. Et puis en seconde lecture, en fait, on va se rendre compte que Dawa a perdu ses parents il n'y a pas très longtemps, et donc elle est en deuil. Et du coup, c'est un album qui est centré sur le deuil et ses conséquences sur la santé mentale si on est mal entouré et qu'on n'appelle pas à l'aide, en fait, si on le voit, si on se sent mal à cause de ça. Donc la fin est très positive, puisqu'au final, c'est un album pour dire que bah, voilà, si on a des problèmes à ce niveau, et bah, il ne faut pas hésiter à appeler à l'aide. Et pour les gens de son entourage, ne pas hésiter aussi à lui tendre la main et à l'aider. Et, et donc, voilà. Donc, très graphique. Et ça, c'est une jeune. Donc, l'album a eu pas mal de prix aux États-Unis. Et c'est une jeune autrice très prometteuse. Donc, du coup, je compte pas mal sur elle. Et j'ai déjà pris ces deux autres albums qui sortiront en 2025-2026, qui seront aussi des romans graphiques jeune adulte, on va dire. Sachant que le prochain en 2025 sera une romance qui se passe dans un univers de science-fiction. Hop. On continue aussi en février avec une des premières créations qui s'appelle Les Oubliés. Donc c'est scénarisé par Elsa Bordier, que vous connaissez sûrement, puisqu'elle a fait pas mal déjà d'albums dans plusieurs autres maisons d'édition. Par exemple, elle a fait Léonie chez Nathan, qui est aussi en sélection à Angoulême, au prix des écoles, je crois, cette année. Elle a fait La Chevaleresse aussi, et elle a fait pas mal d'autres albums. Elle a travaillé aussi pour la Belle 619, avec Midnight Tales, et Hugo de Craenne. Donc ça, c'est son premier album, et c'est un auteur qui vient de l'animation. En fait, il est à la base animateur, et vous allez voir, ça se voit, le dessin est très vivant. Et donc ça, au niveau de la cible, je dirais que c'est plus ado. Même si on peut le lire en tant qu'adulte, c'est plus ciblé ado. Et de quoi ça parle, Les Oubliés? Alors, c'est très inspiré de The Last of Us. Pourquoi? C'est parce que ça raconte l'histoire de William, qu'on voit ici, et qui est un quarantenaire, un peu taciturne, qui n'arrive pas trop à se lier avec les autres personnes. Et lui, c'est un chasseur de créatures. On ne sait pas trop ce qu'elles sont, si c'est des aliens ou quoi. Bon, c'est des créatures de Cthulhu, finalement. Et c'est un chasseur de créatures. Donc, lui, ce qu'il fait au début de l'album, c'est en fait, il repère tous les faits divers un peu bizarres qui se passent dans les villages en France. Et à chaque fois, il y va pour vérifier si ces choses bizarres qui arrivent sont dues à ces créatures ou pas. Et donc là, au début de l'album, il est dans le Jura. Et il a un pendentif qui lui permet en fait, qui brille et qui lui indique là où sont les créatures, s'il y en a une à proximité, au prix d'énormes maux de tête. Et donc, au début de l'album, il arrive voilà, dans ce petit village et le pendentif se met à briller, etc. Donc, il avait raison. C'était bien dû à une créature. Et on le retrouve dans cette forêt
où donc, du coup, il y a une maman et son ado qui sont en train d'être attaqués quand elle faisait du camping. Et il arrive à faire fuir cette créature en la combattant, comme on voit sur la planche de droite. Mais donc, la créature fuit avec la mère et il se retrouve un petit peu avec l'ado sur les bras, qui va, bon gré, mal gré, l'obliger à essayer de mener l'enquête pour retrouver la créature et peut-être sauver sa mère si elle est encore vivante. Donc, c'est vraiment un album, on va dire, aventure fantastique, avec quelques scènes d'action, deux, trois scènes d'action. Mais pour moi, le cœur de l'album, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt dans l'écriture d'Elsa et la relation qui va se nouer entre les deux personnages. Donc un peu à la Last of Us, justement, on a cette même dynamique quarantenaire avec une ado bien déterminée. Donc par les dialogues, etc., des relations qui vont se nouer entre eux. Et en fait, le cœur de l'album, c'est que on va apprendre que William a perdu sa femme parce que sa femme a été attaquée par une de ces créatures. Donc, et lui, il veut se venger, quoi. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il utilise ce cristal, qui est finalement un bout de la créature, il perd peu à peu la mémoire. Et donc finalement, il part dans une quête de vengeance en avant, un peu aussi pour essayer d'oublier sa femme. Et l'ado va lui faire comprendre que finalement, bah, s'il oublie sa femme, sa vie n'a plus vraiment de sens et que s'il veut justement faire hommage à sa femme, eh ben le mieux, entre guillemets, c'est justement de se remémorer ses souvenirs avec elle. Donc, le cœur de l'album est plutôt là-dessus. Donc, il y a de l'entertainment, mais il y a quand même pas mal de fond, mine de rien. Voilà. Donc, ça, c'est pareil, c'est un one-shot qui fera 52 pages. Après, on a en mars. Alors celui-là, il va peut-être pas sortir en mars. Je pense qu'il sortira peut-être plutôt en avril. Je vous l'ai mis en mars, c'était de base ce qui était prévu, mais ils ont un peu de retard. Donc c'est Flying Cats. C'est pas la couve définitive, là. On en aura une autre couve, mais ça vous montre quand même bien le mood un peu de l'album. Donc ça, c'est deux jeunes auteurs français aussi. Donc un, Thibaut Rémy, donc, qui dessine, qui travaille aussi en tant que character designer dans l'animation. Et ça, c'est un album vraiment full aventure, aventure humour, je dirais. Et c'est sur deux chats qui vivent sur une petite île et ils reçoivent une lettre de leur maître qui leur dit: Ah, j'ai besoin de vous, venez vite et tout, je suis en danger. Et donc, ils partent tout de suite sur le petit bateau à la mer et ils sont emportés par une tempête et ils se retrouvent sur le territoire des rats qui sont des pirates sanguinaires et ils vont être capturés puisque ces chats ont une petite particularité, c'est que, on le voit ici, euh, en fait, ce sont des chats volants, d'où le titre Flame Cats. Ils ont une technique et donc du coup, ils volent. Donc il y en a un qui vole avec son parapluie et l'autre avec son petit chapeau. Et le duc des rats, donc le chef des rats, est un collectionneur d'objets et donc il est très intéressé par leurs objets qui lui permettent de voler. Et donc c'est vraiment très inspiré, alors à la fois des vieux cartoons années 30 américains comme Popeye, d'où tout l'aspect humour, et aussi pas mal inspiré d'une des premières séries d'animation de Miyazaki, qui s'appelait Conan, Fils du futur, et qui est aussi très humour-aventure. Donc c'est vraiment les deux grosses influences. Et donc ils vont être capturés par les pirates, ils vont être dans une cale sur un énorme bateau. Ce bateau va être attaqué par un kraken, donc ils vont combattre ce kraken. Après, ils vont se retrouver dans les douves du château, enfermés en prison, ils vont devoir se libérer.
Ils vont faire la rencontre d'un petit chaton qu'on voit ici à droite sur l'illustration, qui est en fait le grand-père de leur maître. Donc, ils vont un peu le prendre sous leur aile. Il va se passer plein d'aventures. Ils vont devoir nettoyer des cuisines, mais il y aura un monstre qu'ils vont devoir éviter, jusqu'à la bataille finale où ils vont devoir du coup, battre le fameux duc qu'on voit ici, là, à droite. Même s'il a une couronne, ce n'est pas un roi, mais un duc. Donc voilà. Et là, on voit un petit peu le rendu final de l'album. Donc, ce sera un album complètement à l'aquarelle. Donc, ça va vraiment être beau, normalement. Voilà. Et donc, ça, c'est un gros album, puisque c'est un one-shot, mais il fera 75 pages à peu près. Hop. Alors, après, en mars, on a un album qui s'appelle Left Star et l'étrange péripétie. Donc, je ne vous ai pas dit, mais Feeling Cat, bah voilà, je pense que vous l'avez compris, c'est jeunesse, quoi. C'est jeunesse, même si on peut le lire adulte, c'est tout public, mais plus 12-13 ans. Et celui-là, donc ça, c'est aussi un one-shot qui sera format franco-belge euh, et qui fait 88 pages. Quand même un gros album. C'est un des albums les plus indés de l'année, mais c'est aussi un de mes préférés. Euh, donc ça parle de Lev Star, qu'on voit ici. Et Lev Star, c'est un créateur de monde. Donc son métier, en fait, c'est un peu un magicien et il va dans une dimension parallèle pour créer des mondes de toutes pièces, donc des arbres, des animaux, etc. Et au début de l'album, il est super fatigué et il a un problème, c'est qu'il n'arrive plus à, à pénétrer le monde qu'il est en train de créer. Donc il ne sait pas trop pourquoi, il sait juste qu'il est fatigué et donc il se dit, bon, bah, je dois aller à la poche, je vais prendre l'air. Il se balade et il rencontre ce qu'on voit là sur la page de gauche. Il rencontre une chauve-souris géante, frugivore, qui lui dit, ah, toi, je crois que tu as un problème et tout, tu as besoin de vacances. Tu as besoin de vacances. Je vais t'emmener sur toutes les îles aux alentours. On va rencontrer de nouvelles personnes et peut-être qu'elles vont avoir une solution à ton problème. Et donc l'histoire, c'est ça en fait. C'est l'histoire de ce petit tour en fait d'île où ils vont rencontrer des personnes différentes. Et il va se passer, donc voilà, là on voit qu'ils sont en train de voyager. Il va se passer plein de petites choses rigolotes. Donc par exemple, il va rencontrer des lutins qui vont lui faire à manger. Et il va rencontrer après un oracle qui va vraiment lui expliquer pourquoi il a ce problème. Donc c'est vraiment je dirais que c'est très tranche de vie. C'est tranche de vie, humour et avec une touche de magie. C'est ado, jeune adulte, ça. Fait par un animateur aussi brésilien. Donc on voit qu'il a un dessin, moi que je trouve très beau. Et donc tout le cœur de l'histoire, c'est qu'en fait on va se rendre compte que cette chauve-souris n'est pas n'importe qui. C'est une des créatures d'un monde qu'il avait fait quand il était petit et qu'il avait abandonné. Donc cette créature s'est retrouvée toute seule et au bout d'un certain temps, voilà, s'est échappée de ce monde pour arriver dans le sien et le maudire. C'est pour ça qu'il n'arrive plus au début de l'album à pénétrer les mondes qu'il est en train de créer. Et donc du coup, cette chauve-souris est venue dans son monde justement bah, pour expliquer un peu à Lefstar, pour demander des comptes en fait à Lefstar. Et c'est un album qui parle en creux de la charge mentale liée à la création. C'est-à-dire, bah, vous voyez, quand on commence plein de choses et puis que finalement, au bout d'un moment, on est trop fatigué et puis on finit rien de tous les projets qu'on a fait. Ça parle un petit peu de ça en creux. Euh, voilà. Donc ça, c'est Lefstar, ça sortira en mars. Euh, album très original.
Après, on a une série que vous connaissez sûrement, sur laquelle je vais passer assez vite. Donc, c'est le troisième et dernier tome des Mapmakers. Là, le tome 1 a été, là, en septembre, récemment sélectionné pour le Grand Prix des lecteurs du journal de Mickey. Donc, j'étais content. Et c'est un album, enfin, c'est une trilogie, en fait, qui parle d'écologie et de magie. Puisque c'est un album où, en fait, une trilogie où Alidad va découvrir une carte magique, et d'où le nom Mapmakers, parce que Mapmakers en anglais, ça veut dire cartographe. Cette carte est à chaque fois reliée à un animal totem, et le but, c'est de reconstituer la carte, parce que c'est des cartes qui sont très anciennes, donc c'est de reconstituer la carte à l'aide en fait, des éléments et des traditions de la région pour faire regagner son pouvoir à l'animal totem. Et à chaque fois, ils sont en fait l'antagonisme principal sont un espèce de, on va dire, un gouvernement un petit peu totalitaire qui lui privilégie la sécurité à la liberté. Et donc, voilà, en creux, ça parle d'écologie, mais ça parle aussi, voilà, est-ce que finalement, en fait, ça parle des thèmes, ouais, sécurité versus liberté et du coup, les conditions, les, qu'est-ce qui est mieux choisir, qu'est-ce qui est mieux de choisir, etc. Voilà, donc ça, ce sera le dernier tome. Donc, il sort en avril. Après, un autre album qui pourra vous intéresser, c'est pas, du coup, celle-là, c'est pas la couve définitive. Ça, c'est la couve anglaise. Et je vais refaire faire une couve complètement en couleur. Alors, ça, c'est un album qui est lisible à partir de 12 ans. Je dirais que c'est pré-ado-ado. Ça s'appellera I'm Stuck in Retrograde, mais je pense que je vais remettre le titre en français. C'est un peu compliqué ce titre. Et là, c'est en bichromie. Donc, du coup, c'est en deux couleurs, mais je vais faire rajouter aussi des couleurs. Donc, l'album final sera beaucoup plus mainstream que ce que vous voyez là. Et en fait, ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui voit apparaître un escalier derrière chez elle, un escalier qui monte indéfiniment vers le haut. Et l'autre de cet escalier, un espèce de chat magicien là, qu'on voit ici. Et en fait, le pouvoir de cet escalier, c'est de revisiter en fait ses souvenirs. On revisite ses souvenirs, mais le problème, c'est que plus on monte et plus les souvenirs qu'on revisite sont désagréables. Et elle, c'est une jeune adulte qui va un petit peu faire le point sur sa vie, qui a eu des problèmes dans sa jeunesse, dans son enfance, son adolescence, qui décide de monter jusqu'en haut pour voir vraiment même les souvenirs les plus désagréables. Donc c'est un album voilà, qui est pas réaliste, qui est très fantastique, mais qui parle en creux des violences intrafamiliales, euh, mais de manière très douce et de manière très indirecte. Et donc, du coup, je pense que ça peut être intéressant pour de la prévention auprès des préados. On va avoir une préface d'une association voilà, qui lutte contre les maltraitances intrafamiliales aussi. Donc, je pense que ça, par contre, voilà, si vous êtes, je sais pas, documentaliste ou bibliothécaire, ça peut être vraiment très intéressant parce que c'est fait de manière très fine et très douce. Il n'y a rien de violent. Euh, donc intéressant. Donc ça, c'est en avril. Et donc, c'est un album aussi qui est un one-shot et qui fera 75 pages, qui sera en format cartonné, roman graphique. Hop là. Après, on a Anzu et le Royaume des Ténèbres.
Alors celui-là, il est pas mal attendu. Celui-là, c'est vraiment un album full jeunesse. C'est un one-shot, mais ce sera au moins une série de 2 albums qui se passera dans le même univers avec la même héroïne. Mais celui-là, déjà, se finit. Mais c'est prévu pour quand même être une série de one-shot, finalement. C'est fait par MK Nguyen, qui avait fait, j'avais sorti en 2021, Pilou des Bois, sur une petite fille assez colérique qui trouve une fée des bois dans la forêt. Et en fait, là, Hanzu, ça reprend à peu près les mêmes thèmes que Pilou des Bois, mais en les approfondissant et pour un public un peu plus âgé. Donc, je dirais que ça, c'est 10-12 ans, alors que Pilou, c'était plutôt 8-10 ans. C'est un petit peu au-dessus. C'est un album en 3 couleurs qui se passe dans l'enfer japonais, donc avec des yokai, etc. Et au début de l'album, donc on a Hanzu qui se sent, qui a déménagé, qui est dans une nouvelle école, et qui est, bah, du coup, qui est très timide, qui essaye de cacher qui elle est. Par exemple, elle va prendre un nom d'emprunt parce que ses camarades de classe se moquaient de son nom japonais. Donc, au lieu de s'appeler Enzo, elle va s'appeler, elle dit qu'elle s'appelle Anne. Et donc, du coup, elle est vraiment pas sûre d'elle, quoi. Elle est vraiment pas sûre d'elle, elle est vraiment très timide, très timorée. Elle ne montre pas vraiment qui elle est. Et au début de l'album, elle va suivre ce chien-là. Et ce chien, finalement, n'est pas un chien comme les autres. Et va l'emmener, malgré lui, dans le monde des enfers japonais. Et elle va rencontrer plein de yokai, etc., dont cette jeune femme-là, qui est la déesse de la mort, et qui, même si elle paraît sympa au premier abord, du coup, va essayer de la retenir dans ce monde pour qu'elle devienne un de ses enfants. Et donc, elle va faire équipe avec ce chien qu'on avait vu au début là, et qui est en fait un des gardiens de la porte qui, euh, qui permet de passer entre le monde des humains et le monde des morts. Et ils vont devoir essayer justement de réparer cette porte. Parce que c'est ça le problème, c'est que cette porte est cassée et que du coup, il y a des failles qui permettent à la déesse de la mort de capturer des humains pour l'emmener dans le monde des morts. Donc voilà, donc c'est voilà, c'est aventure action, mais au niveau des thématiques, il y a pas mal de thématiques sur le deuil et sur la confiance en soi, sur le fait de s'affirmer. Tout est très positif. Voilà, il y a toute l'esthétique japonisante avec tous les yokai, etc. Celui-là, je pense que ça va plaire à beaucoup de monde. En tout cas, j'espère. Voilà. Et du coup, ce sera un gros one-shot qui fera 250 pages en format souple, euh, format roman graphique jeunesse souple, comme ce qu'on fait d'habitude. Quelle heure il est? 31. Alors, il faut que je me dépêche. Après, on a Noir comme l'eau la nuit. J'ai pas grand-chose encore à montrer. Ça sort en mai. Ça, c'est aussi une création pure ado, qui est aussi scénarisée par Elsa Bordier, qui est d'ailleurs devenue éditrice freelance chez moi, et qui est dessinée par Constance Bouquert, qui elle aussi est à la base storyboardeuse dans l'animation. Et c'est un album qui sera tranche de vie fantastique, je dirais, sur Lucas, qui a un énorme problème depuis qu'il est tout petit, c'est qu'il a peur du noir, parce que dans le noir, il voit des créatures visqueuses avec des gouttes d'eau qui tombent d'eux. Et du coup, ça le terrifie, d'où le nom de l'album Noir comme l'eau la nuit. Et là, on le retrouve quand il est au collège.
Et il a un problème, c'est qu'il a toujours cette phobie, donc tout le monde se moque un petit peu de lui. Il y a sa grande sœur qui part à la fac, donc il se retrouve un petit peu tout seul parce que sa grande sœur, c'était la seule personne de sa famille qui le supportait encore, qui l'encourageait, qui le rassurait. Alors que ses parents en ont un petit peu marre qu'il ait encore peur à son âge. Euh, et donc, c'est un album donc avec pas mal de scènes voilà, de fantastique en rapport avec l'eau. Et en fait, c'est un album en fait, qui parle du passage finalement préadolescence vers l'âge adulte avec le fait de s'affirmer, etc. Donc ça, ce sera aussi un one-shot qui fera une cinquantaine de pages. Euh, et voilà, qui aura un dessin très moderne aussi. Après, on passe à septembre, donc avec Dark World, qui aura sûrement un sous-titre, parce que ça, c'est pareil, ce sera le premier épisode, le premier one-shot d'une série de one-shots. Donc, c'est de Valentin Sèche, avec qui j'ai déjà fait The World, Maudit et récemment Samurai Gun. Ça, c'est un album plus young adult, donc ado, young adulte. Euh, et ça parle, donc ça c'est la couverture, donc qui n'est pas finie, mais ce sera ça, ce sera à peu près ça cette couve. Donc c'est un album qui sera au format franco-belge, qui fera 90 pages. J'ai pas encore de pages à vous montrer, par contre, mais je peux vous montrer de quoi ça aura l'air. En fait, ça parle de Isha, qui est cette jeune femme-là, et qui est une chercheuse d'artefacts. Donc, ça s'appelle une forge maudite, une chercheuse d'artefacts. Des artefacts très puissants que deux nations utilisent pour se faire la guerre. Et au début de l'album, elle arrive à trouver la lance du destin, qui est un petit peu l'artefact le plus puissant et qui permet de finalement changer l'orientation du monde, changer l'avenir du monde. Quand elle prend cette lance, elle est traversée par toutes les volontés du monde et finalement, elle n'arrive pas à se décider et la lance se brise. Donc, c'est un gros échec et tout, parce que ça faisait super longtemps qu'elle était à la recherche de cet artefact, puisqu'elle voulait changer le monde pour changer la guerre, hein, c'est aussi actuel. Il reste 10 minutes. Ok, bah, très bien. Et du coup, elle va revenir dans son village natal, elle va se reconnecter avec sa famille et sa tante. Et en fait, ça va être très tranche de vie, elle va aider sa tante, elle va... Et en fait, tout l'album est sur la thématique de que faire quand on est un jeune adulte et qu'on ne peut pas vraiment changer le destin du monde à l'échelle globale. Et en fait, la réponse, c'est plutôt essayer de changer les choses de manière locale au niveau de sa famille, de son cercle d'amis, d'essayer d'améliorer les choses de ce point de vue-là. Donc c'est vraiment, voilà, il y a une ou deux grosses scènes d'action, mais c'est pas vraiment action, c'est plutôt tranche de vie avec tout un filtre de fantaisie en plus. Donc on a cet elfe-là qui, du coup, est devenu beaucoup plus petit, qui va devenir un peu le comic relief de l'album et qui va devenir son partenaire, bah, on le voit là, là. Là, il est devenu vraiment beaucoup plus petit. Au début, c'est ce qu'il a fait, mais on a vraiment ici. Et donc, du coup, voilà, ces tranches de vie avec toute une grosse construction de monde dans un monde fantasy un petit peu à la Zelda. Ça, c'est un petit peu les illustrations qu'il avait faites. Bon, elles sont pas clinées, mais c'est les illustrations qu'il avait faites pour un petit peu le mood de l'album. Mais ça, c'est quelques chara design un petit peu arabisants qu'il avait fait aussi, parce que le début de l'album se passe dans un désert. Euh, voilà. À savoir que j'ai créé une société de jeux vidéo avec Valentin et qu'il va y avoir aussi un jeu vidéo qui va se passer dans le même monde. Voilà, donc ça, ça c'est des petits screenshots
du jeu qui est en cours de création. On a encore pas mal de travail, puisqu'on en a encore pour 1 an et demi. Mais je vous en parle aussi, parce que je pense que ça peut être intéressant pour vous. Après, on a Ishemima aussi en septembre, qui est sûrement un des plus gros albums de l'année pour moi. C'est aussi une création avec un jeune auteur qui lui aussi fait du concept art dans l'animation. Euh, et donc, ce sera un gros one-shot format Akira, comme un gros manga. Il sera full couleur. Et donc, qui est finalement une romance dans un monde solarpunk. Donc, un monde solarpunk, c'est quoi? C'est un monde de science-fiction où toutes les énergies sont solaires, donc renouvelables. Et il y a pas mal d'éléments de magie, notamment la méchante est une demi-dieu qui est capable de se téléporter, etc. Et qui ressemble beaucoup aux demi-dieux d'Elden Ring, par exemple, de Dark Souls. Voilà, donc ça fait un bon cocktail. Euh, donc j'ai quelques planches à vous montrer. Donc c'est pareil, bah, là on sent très fortement le côté animation. C'est pas les planches définitives, notamment on a changé la police pour une police un peu plus lisible. Et, euh, et voilà. Et donc l'histoire, c'est l'histoire de Ish et Mima qui sont dans une énorme ville usine. Euh, donc ils sont un peu exploités finalement par cette femme-là qui est la reine demi-dieu. Et il va y avoir un accident dans un des moteurs de cette ville-usine. Cet accident va être provoqué par un tout petit dieu qui ressemble à une baleine. Je vais vous montrer. Est-ce qu'on les voit là? Voilà, il y en a une toute petite. Mais en gros, c'est par une baleine volante. Et ce peuple de dieux-là est censé avoir été exterminé. Mais il y a une légende qui raconte qu'ils vivent dans un lieu un petit peu paradisiaque, légendaire, et guidés par ce dieu, ils vont essayer, Ishimima vont essayer en fait de trouver cet endroit paradisiaque, mais ils vont être poursuivis par donc la reine demi-dieu qui veut en fait exterminer, puisque c'est son père qui avait exterminé les baleines, là, qui veut finir le travail de son père et exterminer tous les dieux pour rester maître de ce monde, quoi. Et donc là, on voit pas mal de petits concept art aussi qu'il a fait pour l'album. Donc là, c'est Ish et Mima qu'on voit. À droite, c'est un des frères de la reine. Donc ça fait partie des 3 demi-dieux. On voit un petit peu tout l'élément là à gauche qui est un petit peu solar punk avec plein de trucs un peu technologiques, etc. Là à droite, c'est le roi. Donc c'est le père de la reine actuelle qui a fait la guerre contre les baleines, les dieux baleines. Là, c'est un concept art justement de cette guerre-là. Il y a tout un background du monde avec en dehors de cette ville énorme où se trouve Ishimima, il y a un peuple de nomades qui vit dans la nature, mais qui est très peu nombreux, mais que du coup, ils vont rencontrer. Là, à droite, c'est pareil, c'est un des demi-dieux qui vit un petit peu reclus et qui a un chien géant, qui vit dans une ferme et qui a un chien géant. On voit aussi l'esprit solarpunk avec l'éolienne qui lui permet d'avoir de l'électricité de manière renouvelable. Et voilà. Et voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Donc ça, c'est un des gros albums de l'année, je pense. Vraiment, je compte beaucoup dessus. Euh, voilà. Et ce sera un gros album de 170 pages couleur qui sortira donc en septembre. Est-ce que j'ai Eh le temps de faire? bien, je crois qu'il va être temps de conclure sur cet album Solar Punk, super original, Non. qu'on attend donc pour septembre, Romain.
On va pouvoir vous retrouver au salon sur le stand L20, c'est bien ça? Exactement, au rez-de-chaussée, Pendant ouais. Dans pendant le... toute la durée du salon? Je serai pas forcément tout le temps là, mais je serai beaucoup là. Et en tout Est-ce que cas, vendredi, samedi, dimanche, je serai là. Donc, est-ce que des dédicaces sont prévues pendant la durée du salon? oui, vendredi, samedi et dimanche. Et il y aura notamment Valentin Sèche qui sera là. Bon, bah écoutez, très bien. Je vous remercie pour cet échange et pour ces super documents très alléchants qui donnaient très envie de Ah, merci découvrir beaucoup. les prochaines publications des éditions Quinaille. Et rendez-vous pour notre prochain échange à 10 heures, qui est une réunion des musées nationaux du Grand Palais. Une très belle journée à vous. Rendez-vous Merci sur le beaucoup. salon. Au revoir. Merci, au revoir.